Bonjour à tous, je vois que vous êtes nombreux, bien sûr, ça me fait plaisir. Je vous souhaite pour commencer une très très bonne année, plein de bonnes choses, beaucoup de joie et de plaisir de découverte à l'UTL, puis plein d'autres choses dans votre vie, par ailleurs aussi, et puis aussi une très bonne santé. Bon, alors, on se reverra le 3 février avec... ah oui, Annette Raoult, voilà, elle est là, la prochaine fois, le 3 février. C'est un peu tôt, on aura Annette Raoult. Tu as donné un titre à ton travail finalement, Annette? Voilà, c'est l'influence des paquebots, je crois, sur l'hôtellerie, sur l'architecture. Voilà, donc on se retrouvera à ce moment-là avec Annette. Et puis il y a d'autres projets, donc Caillebot, que vous allez percevoir avec Brigitte Tavernier au mois de mai. Et on aura Madame, la restauratrice qui était venue l'année dernière d'Oros-sur-Bois, Cabanac, Madame Cabanac. Voilà, alors, avec ce qui me reste de mémoire, je vais essayer de vous présenter Chéri Samba. Donc, Chéri Samba, pourquoi j'ai choisi Chéri Samba? Parce qu'il y a un an, je suis allée à Paris voir les expositions, et je suis allée au musée Mayol, et j'ai choisi de présenter Chéri Samba parce que, ben moi je ne connaissais pas du tout, peut-être que vous connaissez, et puis c'est la peinture africaine, et plus précisément du Congo. Et je me suis dit, bien, plutôt que de présenter un artiste hyper connu, pourquoi pas présenter un artiste qui est très connu internationalement, mais pas de moi, et que voilà, ça nous permettrait peut-être d'ouvrir nos yeux sur des arts qui viennent d'ailleurs et qui ont longtemps été soit inconnus, soit méprisés parce que taxés de fétichisme, enfin des choses comme ça. Et puis c'était l'Afrique noire aussi. Donc voilà pour Chéri Samba. Alors, donc au musée Mayol, le musée Mayol, sans m'étendre, c'est un très beau bâtiment. Attendez, donc oui, c'est là. Donc ce beau bâtiment qui a été racheté par Dina Vierny. Dina Vierny est l'ancienne muse du peintre et sculpteur Mayol. Et après sa mort, elle a donc constitué un musée où sont exposées ses œuvres peintes et sculptées. Voilà l'entrée de ce musée, vous voyez, qui n'est pas très très remarquable, mais derrière il y a un beau bâtiment. Alors, d'où vient cet art africain, d'où vient cette notoriété pour Chéri Samba? Eh bien en fait, du travail de André Magnin, qui est là, figuré. Oh, bon, je vais avoir peut-être un peu de... alors voilà, André Magnin, et la flèche c'est là. André Magnin, c'est lui. Dans les années 80, André Magnin s'est intéressé à l'art d'Afrique pour le compte d'une exposition qui s'est tenue en 1989, à la fois à la Villette et aussi à Pompidou. Et donc il a sillonné tout Madagascar et toute l'Afrique à la recherche d'artistes qu'on ne connaissait pas pour les montrer, alors que d'autres sillonnaient l'Amérique du Sud ou l'Asie, et on a exposé pendant quelques mois dans cette année 89 des peintres du monde entier et vis-à-vis de peintres de la contemporanéité européenne. Donc c'est une exposition qui s'appelait Les Magiciens de la Terre, qui a fait date parce qu'elle a permis, non c'est là, non même pas, là, Magiciens de la Terre, elle a permis de présenter des artistes venus d'ailleurs et qu'avant on ignorait ou qu'on méprisait même. On retrouve André Magnin ici, en train de sillonner l'Afrique. Je ne sais pas avec quel artiste il est, peut-être moqué. On le retrouve ici, voilà, avec son alter ego Jean Pigozzi, dont je vais vous parler. Là, il est avec Chéri Samba. Donc il y a eu cette belle exposition, et cette exposition, Les Magiciens de la Terre, a permis la rencontre entre justement Terry Magnin et Jean Pigozzi. Alors, je vais vous présenter Jean Pigozzi. Jean Pigozzi, c'est un héritier d'abord. Il hérite de beaucoup d'argent parce que son père était le directeur de Simca, et quand Simca a vendu, ben, il s'est retrouvé à la tête d'une jolie fortune. Donc il a fait des études aux États-Unis, il a fait beaucoup de choses, il a été jet-setter, photographe, on le voit ici, photographe, collectionneur, philanthrope, entrepreneur, beaucoup de choses. Alors on le voit, vous voyez ici avec Andy Warhol, avec je ne sais quelle célébrité, avec son œil de collectionneur et d'homme d'affaires aigu.
Et ici, face à des œuvres, puisqu'il a monté une belle collection, il est ici sur le t-shirt de ce personnage. Et ici, vous avez Chéri Samba qui est là, qui a peint le tableau aussi. Donc, il a rencontré André Magnin et il s'est lancé dans une belle collection d'art africain. Donc, le premier, André Magnin, a été le rabatteur en quelque sorte, et Jean Pigozzi, le financier, le collectionneur. Il a monté une très très grande collection d'art contemporain africain. On parle de plus de 12 000 pièces. Les deux sont toujours actifs, hein. Et d'ailleurs, en 1922, il a annoncé qu'il allait créer un musée d'art contemporain africain à Cannes, dans une chapelle qui est la chapelle Saint-Roch. Je ne sais pas où en est le projet. Alors voici Chéri Samba, c'est lui. J'ai cherché des photos de lui jeune et en fait, je n'ai pas trouvé. Vous voyez un homme qui n'est pas très grand, mais au visage avenant, souriant, très sûr de lui. Parfois, on a dit qu'il était un peu mégalomane parce qu'il se met beaucoup en scène. Alors, je vais commencer par faire une relation de cette exposition. Et puis après, je me suis dit, oui, mais il faudrait quand même voir dans quel contexte se situe et la découverte de Chéri Samba et aussi son art, sa façon de s'exprimer. Et ça, ce n'était pas dans l'exposition. Donc, c'est quelque chose que j'ai rajouté. Là, il y a 4 ou 5 photos d'œuvres que j'ai prises sur Internet. Voilà, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Alors, les précurseurs, les premiers artistes peintres du Congo, puisque le sujet est concentré sur le Congo, ont été découverts par un homme, par un homme qui s'appelle Georges Thierry. C'est l'époque où le Congo est belge. Je parle du Congo Kinshasa, comme on dit aussi, ou l'ex-Zaïre, République démocratique du Congo à l'heure actuelle, bon, qui change de nom souvent. Donc, un administrateur belge sillonne ce Congo belge, puisque c'est une colonie belge, et il voit des cases décorées, comme ici, et il se dit qu'il y a peut-être parmi tous ces décorateurs de cases un artiste. Donc, en fait, quand il sillonne, c'est le Katanga, le sud du Congo belge, quand il sillonne cette région, il circule avec des peintures, du papier et des crayons, et en espérant découvrir un artiste. Et il découvre comme ça un couple, Albert et Antoinette Lubaki et Gila Tendo. Donc il leur remet des papiers et des crayons, et ces artistes qui peignaient sur les murs, donc sur la terre, se sont emparés du papier et du crayon et ont produit ces œuvres. Alors celle de cet artiste, Lubaki, sa femme, ils sont là. La femme aussi a peint, mais je n'ai pas trouvé d'œuvre. Montre ce qu'ils voient, c'est-à-dire la nature qui les environne. On est dans les villages, donc vous voyez les antilopes, les pintades sauvages, les éléphants, mais ils introduisent un peu la modernité. On a ici un blanc, on va dire, un colon qui fait du vélo. Et ces œuvres sont quand même modestes dans la mesure où elles ne cherchent pas à embrasser tout le monde, mais elles sont pleines de poésie, de douceur aussi. Montre un monde paisible. Et Giatendo a une technique un peu différente, puisque lui utilise beaucoup le noir et la silhouette, et fait aussi des motifs qui sont beaucoup plus proches des motifs des cases avec des dessins géométriques. Et là, il y a sûrement aussi une scène de, je ne sais pas si elle est religieuse ou pas, en tout cas de chasse aux serpents apparemment, ou de serpents qui attaquent des agriculteurs, je ne sais pas vraiment. Après, il y a une deuxième école. Alors, cette première école, elle commence en 1924, si on peut parler d'école, jusque dans les années 30. Les artistes sont même exposés en Belgique quand même. Mais on les perd de vue, ils disparaissent, il n'y a pas de suivi. Alors, il y a l'étape suivante, elle est due à Pierre-Romain Desfossés, qui est un Français, envoyé au Congo par le général de Gaulle à la fin de la guerre, en 1944. Et lui, ce Pierre-Romain Desfossés, qui est là, est séduit et tombe amoureux du Congo. Et il décide de monter une école de peinture. Il peintre aussi, c'est un peintre du dimanche, il s'intéresse à la peinture. Et avec l'aide des colons belges qui sont là, il finance l'occupation d'un hangar. Et là, il attire des jeunes peintres
on est dans l'ancienne, c'est Lubumbashi à l'heure actuelle, c'est Elisabethville, c'est au sud tout à fait du Congo, dans le Katanga. Il attire des peintres connus, non, pardon, il attire des jeunes qui ont envie de peindre, qui ne sont pas du tout connus, au contraire, et il leur dit surtout faites ce que vous voulez. Il ne veut pas faire un enseignement, il ne veut pas enseigner l'académisme, il ne veut pas enseigner ce que font les Occidentaux, les Européens. Il essaie de susciter la libre expression de ces gens-là, comme Lubaki et Gianando avant, hein, d'ailleurs. Et donc ils produisent ce genre de choses. Ici, Bella Sara, c'est l'aide de camp de Desfossés, qui était un marin et un militaire, qui peint avec le bout des doigts, qui donne des œuvres très sensibles. Et bon, après, c'est pas facile de capter des images, on en voit, mais parfois elles sont pas, on peut pas les enregistrer. Là, j'ai fait une capture d'écran, j'ai réussi à attraper celle-là, qui montre toujours, vous voyez, la faune, l'environnement proche, la campagne. On est encore dans un monde très rural. Et il y a cet artiste qui s'appelle... Oh zut. Voilà, cet artiste-là, je ne vais pas oser prononcer son nom, lui, il peint avec des traits. Et cette technique serait inspirée de l'art de son père qui était tapissier. Donc ce sont les traits du fil que l'on croise. Donc une scène de la vie quotidienne. Ici un calvaire que j'ai trouvé très... m'a frappé quand je l'ai vu. Et puis vous avez Pilipi qui lui représente la nature aussi, des oiseaux qui sont en train de combattre un serpent. Et lui, sa technique, c'est des points. Il fait des ronds, il fait des points. Dans tous les cas, vous avez une œuvre qui reste très rurale, très proche de la nature, très colorée. La troisième génération, on va dire, a été appelée par Chéri Simba, donc notre auteur, peinture populaire. Elle débute au début des années 70, au tout début des années 70, et avec ces artistes-là. Alors, ces artistes n'ont pas fait du tout d'études de dessin, ni de peinture, ni de rien du tout. Ce sont tous des artistes de rue. Ils s'installent dans les rues, ils peignent ce qu'ils voient, et là, cette fois, c'est la vie de la ville. Ils sont à Elisabethville, mais surtout à Kinshasa, la capitale. Donc, c'est Kinshasa à l'heure actuelle. Et donc, ils peignent ce qu'ils voient, mais parfois avec l'esprit critique. Chéri Chérin, vous voyez, représente ici une assemblée parlementaire. Vous avez ici celui qui préside la séance, qui est un singe, et tous les députés ne sont pas mieux gâtés. Là, vous avez la mondialisation, et vous voyez que c'est plutôt menaçant, puisqu'on voit les faibles et les forts, les puissants et les riches, qui sont en train de défiler sur une grande avenue, et on se demande ce qui va se passer. C'est un peu inquiétant quand même. Moquet s'est fait connaître en représentant un match entre deux boxeurs. Et le moment où la mise KO, on a ici Mohamed Ali et puis je ne sais plus quel autre, moi je ne connais pas les boxeurs. Donc ça l'a fait connaître. Et ici, il représente une scène de cabaret. En fait, Kinshasa, c'est une ville très très gaie. Il y a la ville blanche, la ville des administrateurs, des colonisateurs, qui est compassée, on va travailler, etc. Mais il ne se passe rien le soir, ni le week-end. Et puis il y a la ville noire, la ville des autochtones, qui est pleine de vie, qui est truculente, où il y a beaucoup de boîtes, où il y a beaucoup de musique, où l'on danse, où l'on chante, etc. Et le grand personnage de cette école, donc, de la peinture populaire, école n'est peut-être pas un mot tout à fait adapté, c'est Chéri Samba, c'est lui qu'on retrouve ici entre les deux personnages qui l'ont découvert et qui l'ont promu. On reconnaît ici André Magnin et là l'autre Jean Pigozzi. Après, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a maintenant, mais il y a les suiveurs de ce courant dit populaire, avec Bodo ici, qui, vous voyez, ils sont passés dans la modernité. Mika, qui se fait connaître parce qu'il peint sur les tissus. Il a été très
marqué, intéressé par les tissus africains qui sont pleins de couleurs, qui sont pleins de motifs, qui sont pleins de vie. Lui, il peint carrément sur les tissus et il peint des scènes de la vie quotidienne, joyeuse, surtout des personnages comme ça. Après, on a Mosengo Shula, très connu à l'heure actuelle, qui a commencé par des choses un peu inquiétantes. Là, il fait allusion à l'histoire du Congo-Kinshasa, République démocratique du Congo, avec le renversement par une révolution du dictateur Mobutu. Ça nous rappelle des choses un peu. Et puis ici, une scène qu'il appelait « Tout est calme » ou quelque chose comme ça. Mais en fait, l'avenue est certes calme, mais on voit pourquoi. Et on voit le résultat de cette présence des militaires avec toutes ces tombes. Et puis aussi, il dénonce l'attitude de certains pasteurs religieux, hein, qui, vous le voyez, entreprennent une jeune femme. Et il est passé à ce genre de choses-là, une peinture plus moderne, plus ouverte sur le reste du monde et sur les problèmes du monde actuel. Ici, on a une statue congolaise qui a été hissée sur un satellite, une navette spatiale, et qui est révérée par des astronautes qui veut montrer, je crois, que l'Afrique devient centrale, qu'elle peut devenir centrale, qu'elle aussi elle peut accéder à la modernité. Alors, la dernière génération, et je m'arrêterai là de ces photos que j'ai prises sur Internet, donc, nous montre d'autres artistes, Kura Chomali, qui lui utilise des matériaux qu'il colle et qui a une vision critique, lui aussi. On a Pigozzi, je pense qu'il a pris ce nom en l'honneur de Jean Pigozzi qu'il a découvert, qui nous montre aussi un monde moderne assez violent, assez étonnant. Et puis Tunga, qui dessine avec de stylo-billes, avec des crayons, et qui, là vous avez un bateau traîné par une roue de moto, dirait-on, mais dedans ce sont des migrants, je pense, hein, qui se déplacent et qui n'ont pas l'air en très très grande forme. Voilà un petit aperçu de l'art contemporain du Congo. Tout ça pour vous dire que quand on pense qu'il n'y a pas de peinture africaine ou d'art en général, ce n'est pas vrai, hein. Il y a bien une peinture un peu ancienne, mais surtout récente. Alors, présentons un peu ce Congo. Donc c'est une carte récente. Kinshasa, la capitale, se trouve là. En face, Brazzaville, de l'autre côté du Congo, c'est l'ex-Congo français. Donc c'est un énorme pays. Elisabethville, où se développait la deuxième phase de l'histoire de la peinture congolaise, c'est là, c'est maintenant Lubumbashi. Donc un immense pays vous voyez, 2345 000 km², 110 millions d'habitants. Alors, en revenant-en à notre chéri Samba, il est né en 1956 et son nom de naissance est imprononçable pour moi, je ne vais pas m'y lancer. Il est né dans un petit village, pas très loin de Kinshasa, au moment où le Congo est belge. Et c'est l'aîné de 10 enfants. Son père est forgeron. Je pense qu'en Afrique, le forgeron, c'est quelqu'un d'important parce qu'il manie le feu et le métal. Mais c'est mon interprétation. Sa mère est agricultrice. Et tout petit, il dessine beaucoup. Il dessine dans le sable parce qu'il n'a pas de support, il n'a pas de crayon. Et il dessine sur un bout de papier quand il trouve des bouts de papier. Et il dessine surtout des BD parce que les journaux qui traînent dans son village sont des BD pour les enfants ou pour les adultes. Donc il fait des BD. C'est important à soulever parce que dans les BD, il y a le dessin, mais il y a aussi des bulles, il y a aussi la parole. Et vous allez voir que ça va se retrouver. Le contexte historique, le Congo est une propriété du roi des Belges depuis 1885 et devient ensuite une colonie belge. Dans tous les cas, c'est une colonie qui a été très durement exploitée par les Belges. En 1960, le Congo parvient à l'indépendance. Il y a des mouvements sécessionnistes, en particulier ici du Katanga, on peut même dire des guerres, des troubles importants. Et finalement, on a un coup d'État en 1965 qui porte au pouvoir Mobutu jusqu'en 1997, au moment où il y a un nouveau soulèvement, une guerre qui va l'abattre.
Et ce Mobutu lance une politique de zaïrisation qui se traduit, par exemple, on change le nom de Congo, on va l'appeler Zaïre. Chéri Samba portait un nom chrétien, qui était David, on abolit les noms chrétiens. Les noms les patronymes, mais aussi les noms de lieux, les noms des villes, tout change. On essaie de zaïriser l'économie aussi. Donc de se rendre indépendant de toutes les multinationales, mais ça, je crois que ça n'a pas trop marché. Alors, cette exposition, maintenant que j'ai présenté grossièrement le contexte, cette exposition a été organisée sur 5 thèmes. Ce n'est pas une exposition chronologique, on peut un peu le regretter parce qu'on se demande si l'art de Chéri Samba a évolué ou pas, mais c'est comme ça, 5 thèmes. Alors l'autoportrait, vous allez voir que c'est fondamental parce que Chéri Samba est toujours au cœur de sa peinture. La femme multiple, les différents aspects de la femme, Kinshasa, le Congo et l'Afrique, donc sa peinture s'élargit. C'est pas seulement sa personne, s'élargit jusqu'à l'Afrique. Et puis la géopolitique, elle s'élargit au monde entier. Ensuite, il se permet de corriger l'histoire de l'art. Et après, comme on est dans le musée de Mayol, il y a une mise en relation entre une œuvre de Chéri Samba et le musée Mayol lui-même, les œuvres de Mayol. Alors, Chéri Samba donc, est né en 1956. Et en 1972, il a 6 ans. Il quitte papa et maman et son village, il s'en va à Kinshasa. Il n'a rien, il faut qu'il gagne sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il devient peintre, puisqu'il dessine bien, peintre d'enseigne commerciale. Et il fait aussi des BD. Les BD sont publiés dans des revues. Et il apprend sur le tas son travail en côtoyant les autres peintres d'enseignes commerciales. Parce qu'il y en a plein. C'est une ville foisonnante, il y a plein de petits commerces, plein d'entreprises, et donc il faut des enseignes commerciales. Donc il se donne là. Mais c'est un garçon très ambitieux. Donc très vite, dès 1975, au bout d'1 an et demi, je crois, de présence, il monte son atelier. Il l'installe très judicieusement à la croisée de 2 avenues importantes, mais vous voyez, ce n'est qu'une case. Mais sur sa case, il va vite écrire « Atelier du grand maître de la peinture populaire », Chéri Samba. Chéri, ce n'est pas son vrai nom, c'est un prénom qu'il se donne. Chéri, parce qu'il veut être aimé, il veut être reconnu, il veut devenir quelqu'un. Donc c'est Chéri Samba. Et donc il a ouvert son premier atelier et il expose ses tableaux dans la rue, il les accroche aux arbres, il les met contre le mur de son atelier. Il cherche à se faire connaître absolument. Alors le voilà tel qu'il se représente lui-même en 1975, mais c'est un peu plus tard que cette œuvre a été faite, en 1983. Vous voyez un homme jeune, bien habillé, élégant, qui veut se faire connaître. Et le voilà qui se représente un peu plus tard, en 1981. Là, il est arrivé. Vous voyez, il est bien sapé, le mot est important au Congo, bien sapé, un costume de soie ou de velours, je ne sais pas, des couleurs flashy, qui va être sa caractéristique. Un fauteuil, il est arrivé, il a la télé parle de qui? De lui. Il a un tourne-disque, il a un beau fauteuil en cuir ou en velours, je ne sais pas. Enfin, voilà, il est déjà connu. Mais donc, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, alors je me demande si j'en ai pas loupé une. Non. Ce qui est arrivé, c'est qu'il a été découvert par André Magnin. Alors là, on rentre vraiment dans l'exposition. Vous voyez que les locaux sont vastes, qui sont lumineux, l'accrochage est assez aéré. Les tableaux sont grands, toujours. Il fait toujours des tableaux qui font 2 mètres à 3 mètres, parfois jusqu'à 5 ou 6 mètres. En général, c'est 1,50 m de haut sur 2 mètres de large, approximativement. Donc, l'autoportrait. L'autoportrait comme usage du monde. Donc, il y a plus que l'autoportrait. Là, il dit « Je suis un rebelle ». Ils veulent se révolter, mais contre quoi? Contre les bandes armées. Oh, attendez, j'ai encore fait trop vite. Contre les bandes armées qui déchirent le Congo. Donc, il a les armes de ces bandes armées, mais il a aussi l'arme de
de David contre Goliath. Lui, le petit chéri Samba, il veut lutter contre... il veut faire sa place, il veut s'imposer. Je ne dis pas tout dans ce tableau, comme sur beaucoup de tableaux, vous allez voir. Alors, ce que je lis, c'est que là, il veut éclairer le monde, éclairer les gens. Il a toute une attitude pédagogique qu'on va voir abondamment. On trouve souvent le cœur, le cadenas, les petites ailes, là je ne sais pas ce que c'est, je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Ça veut dire qu'il est à l'écoute du monde et avec son cœur il va choisir ce qu'il va traiter, mais son cœur est important. Donc je pense que le cadenas ici c'est le choix des sujets qu'il va traiter dans ce qui le touche. Après je ne sais pas ce que sont ces rouleaux, ni cette main plutôt blanche, si c'est les pouvoirs contre lesquels il veut rouler, lutter et qui risquent de l'entraîner. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un rebelle, il veut s'affirmer. Il le montre avec ce panneau qu'il affiche sur son atelier. Avis à prendre au sérieux. Je suis seul. Mon assistant Hergé, Tintin au Congo, vous vous rappelez, n'est pas là. Malgré le grand respect que j'ai pour tous mes visiteurs, je suis désolée. Je ne peux recevoir aujourd'hui, même si je vous ai fixé rendez-vous, parce que je suis fort occupée. S'il vous plaît, pourrez-vous revenir demain à 10h30? Merci de votre compréhension. Signé Chéri Samba. Et puis en dessous, là, qu'est-ce que j'ai aperçu? Qu'il y a une exception quand même. C'est Thierry Magnin, il peut venir et sonner très fort, parce que lui, c'est le marchand d'art quand même. Donc, quand même. Alors voilà un tableau qui est en fait très célèbre, par lequel il proclame qu'il aime la couleur. C'est vrai qu'il est fou de couleur. La couleur, vous voyez, elle est au bout de son pinceau, c'est son outil de travail, mais la couleur, il la mange. Je ne sais pas du tout ce que représente ça, on dirait que c'est une petite, comment ça s'appelle, un harpon, qu'elle a attrapé des poissons, un coquillage, je ne comprends pas ce... Il veut être un peintre populaire, mais peut-être que les Congolais comprennent tout de suite les allusions, mais moi, je ne les comprends pas tout de suite. Et en fait, le fait qu'il se présente comme ça, comme une écorce d'orange qu'on appelait, veut montrer que il veut tout voir, il veut tout entourer, il veut tout voir, il veut traiter de tout. Et il s'inspire, vous voyez, d'une gravure hollandaise de 1956 qui utilise le même procédé. Après, il se met encore en scène, puisqu'on est dans la série Autoportrait. Le voici jeune, petit poisson, mais petit poisson qui, par son travail, est devenu un grand poisson. Comment il l'a fait? Avec toutes ses oreilles, il est à l'écoute de ce qui se passe à Kinshasa pour le moment. Après, ce sera du monde entier. Il a son cadenas qui lui permet de trier. Et puis, tout ce qu'il entend tombe dans sa grande oreille et vient nourrir son cœur. Je crois que c'est son cœur qui est là. Et l'inspirer. Donc vous voyez qu'il est assez sûr de lui. Alors, je n'ai pas parlé du tout de technique. La technique, c'est une peinture sur toile. Au départ, quand il était pauvre, il peignait sur des toiles de jute qui enfermaient le riz ou les céréales. Et bien sûr, après, il est passé à autre chose. Et il utilise l'acrylique parce que ça va vite. Et puis, toujours des couleurs très flashy. Un dessin ferme et net, un trait qui contourne bien les choses. Et c'est une peinture qui est, quoi qu'on puisse penser, assez lente. Voilà comment il procède. Il fait un dessin sur sa toile. Apparemment, il n'y a pas de multiples esquisses. En tout cas, j'en ai pas vu. Ce que j'ai vu, c'est que donc il est là en train de faire. Il esquisse son tableau et ensuite il le travaille. Il ne peint pas très, très vite apparemment, il parle d'une douzaine de toiles par an. Et il est très méticuleux. Et il n'utilise pas que la peinture acrylique, il utilise aussi, vous voyez, des paillettes et d'autres fois en verre. Donc un travail méticuleux. Voici un autre thème, l'employeur et l'employé. L'employé c'est lui, bien sûr, parce que c'est lui qui travaille la terre, vous voyez, donc c'est un paysan. Et l'employeur est le pressure pour qu'il travaille plus et qu'il produise plus. Mais l'employeur lui-même est pressuré parce qu'il doit empiler les dollars et les euros.
Là, on a une peinture d'introspection. GMT, ça veut dire grand travailleur et menteur. Il se regarde dans un miroir, c'est une mise en abîme. Il se voit, il se sourit. Il se dit qu'il est un grand travailleur. Ce sont ses outils de travail. Là, je pense que c'est le tampon. Vous allez voir qu'il tamponne ses fonds souvent. Et puis, eh bien, son crayon. Il n'y a pas le pinceau. Et son cœur est recouvert de ce grand travailleur et menteur. On voit ici les artères. Je crois qu'il se regarde, il fait une introspection, il se dit qu'il ment. J'ai trouvé qu'une seule explication, c'est que parfois il a fait 2 ou 3 tableaux, il a reproduit lui-même plusieurs fois son tableau, et il trouve que ce n'est pas honnête. Donc il dit qu'il est un grand travailleur, mais qu'il a menti, mais qu'il ne mentira plus, il mentira plus, il ne fera plus ça. Mais c'est un grand travailleur. Le voici en train de travailler, il travaille même la nuit. Et au départ, il n'avait pas de lumière dans son atelier, il peignait à la bougie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une mise en abîme? C'est lui qui est là. Est-ce que c'est lui qui est là avec une dame? Je sais pas, c'est pas dit. En tout cas, on voit un travail méticuleux. Et l'usage du tampon, je vous parlais tout à l'heure du tampon, souvent ces fonds résultent d'un tampon qu'il applique en série. Donc, un grand travailleur. Ici, il se fait des remerciements à lui-même. Donc, il est représenté 2 fois, un tableau parfaitement symétrique. Il se passe une bassine. Sur la bassine, il y a le nom de ceux qui l'ont soutenu. Donc, Jean Pigozzi, André Magnin et puis d'autres. Il y a, je crois, le nom de celui qui a organisé en 1978 une exposition à Kinshasa, où on a exposé des artistes de Kinshasa et qui ont commencé à le faire connaître en 1978. Là, on est un peu plus tard. Donc, remerciement à ceux qui l'ont soutenu. Et vous voyez qu'il a beaucoup d'humour, en fait, je ne l'ai pas encore dit, mais il a beaucoup d'humour, un humour parfois caustique et parfois très cru, puisqu'on a ici des soutiens-gorge. Il y a un jeu de mots. Les gens qui l'ont soutenu, ils figurent aussi par des soutiens-gorge. Alors, le voilà dans une position réflexive qu'on va retrouver à d'autres fois. Il est interrogé par un critique d'art qui s'appelle, vous voyez, Jovski, qui figure de dos, parce que ce monsieur, qui est un blanc, un galeriste, un collectionneur, et surtout un critique d'art, a osé critiquer son art. Il lui a dit en particulier, je crois que c'est là, que ses portraits n'étaient pas ressemblants. Et donc, il le montre en train de recevoir ce critique d'art. C'est lui qui met en valeur le critique d'art. Il est de dos, un peu flou. Et il montre que certes, il peut faire des portraits ressemblants, le voilà lui-même. Il peut le faire en miniature aussi. Et ici, entre les deux, qui les opposent, c'est le livre de ce critique d'art, Chéri Samba, je ne sais pas quoi. Donc, vous voyez qu'il cherche à s'imposer et à batailler. Le voilà en tant qu'homme qui mange la peinture. Il adore la peinture et vous voyez qu'il adore la couleur aussi. C'est toute sa vie. Et là, il utilise acrylique et paillettes. Alors, il y a des reflets sur le tableau parce que c'est les spots de l'exposition qui font que certaines zones ont des reflets. Je n'ai pas pu lutter contre, mais on aperçoit quand même un peu les paillettes là. Là, c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Voici le temple ou l'église de Chéri Samba. Là, il s'oppose à... Il y a beaucoup d'églises évangéliques, de mouvements de protestants en Afrique et au Congo aussi, qui poussent les Africains à construire des églises, donc à dépenser de l'argent qu'ils pourraient peut-être placer autrement, par Chéri Samba. Et ils disent, la vraie église, c'est moi. C'est en moi que vous devez trouver des idées, de la méditation, mais aussi en vous. Ce n'est pas seulement lui. Lui, il représente les hommes. Ne dépensez pas votre argent en église, en bâtiment, mais plutôt la religion, la croyance, elle est en vous ou en moi, mais pas dans tous ces bâtiments. Alors, je ne comprends pas pourquoi il y a cette espèce de fouet, peut-être qu'il veut fouetter ces églises, et pourquoi ces petits animaux, mais il y a sûrement des raisons, rien n'est dû au hasard. Alors, voici le deuxième thème, la femme multiple. La femme est centrale pour Chéri Samba, il adore les femmes, à tout point de vue. Et là, il nous dit quoi? Eh bien, il nous dit qu'il est né d'une femme. Là, vous voyez, il est en train de naître, il appartient à une femme, il est en osmose avec une femme, c'est sa mère. Sa mère qui a souffert pour le mettre au monde, a-t-il dit, et qui en a eu 9 après lui. Donc, il est adorateur de sa maman,
Mais il adore aussi les autres femmes. Celle-là, elle est plutôt dans la jouissance que dans l'accouchement. Et là, on peut remarquer qu'il écrit, il a introduit des légendes dans son tableau. Alors ça nous vient de la BD, on l'a déjà dit, mais ça nous vient aussi de sa volonté de se faire connaître. Parce que quand il mettait ses tableaux devant son atelier, les gens s'arrêtaient plus ou moins, etc. Si c'était drôle, ils riaient. Mais s'il mettait une légende, les gens se mettaient à lire la légende. Donc il restait plus longtemps devant son tableau et il comprenait aussi le sens du tableau. Donc il y a des légendes à peu près partout et c'est quelque chose qui le singularise par rapport aux autres peintres d'enseignes commerciales ou de tableaux qui sont exposés dans les rues. C'est cette volonté de se singulariser qu'il utilise. Et il écrit en plusieurs langues, enfin les langues autochtones, je vais oublier le nom maintenant, les langues du pays, et en français, pour avoir un public large. Et puis dans certains tableaux, on verra qu'il écrit aussi en anglais à la fin de sa carrière, il n'est pas mort, il produit toujours, pour justement avoir un poids au niveau international. Ici, il nous montre un homme, confortablement assis, qui tête encore le sein de sa mère. Mais c'est un homme fait, qui est déjà gras et gros, qui tête toujours le sein de sa mère. Et lui, il nous dit, mais il faut quitter le sein maternel, il faut partir, la femme ne doit pas accaparer l'homme, et l'homme doit s'échapper au pouvoir de sa mère. Vous voyez, il y a même une tasse maternelle ici. Bon, vous voyez l'ironie aussi, bien entendu, qui est toujours présente, hein, puisque c'est par le rire qu'il veut séduire aussi, et qui veut faire passer ses idées, hein, il a des messages à faire passer. Ici, il fait le bilan de sa vie, il est encore jeune, mais ma foi, il a réussi tôt, on a vu, puisque il a une femme légitime, il en a 7 autres, hein, une femme légitime, il a des enfants, d'après ce que j'ai vu, il y en a 12, 4 avec sa femme légitime, les autres avec les autres femmes, il a, vous voyez, un 4x4, il a plusieurs maisons, je crois qu'il y en a 7 ou 8 au Congo, je ne sais pas s'il met ses femmes dedans, il a de quoi manger, il n'est pas affamé, il a plein de dollars, et il a une renommée internationale. Bon, et puis c'est un homme de réflexion, vous voyez, c'est une attitude qu'on a déjà vue, il est assis, il réfléchit, il nous regarde, il s'adresse à nous dans les yeux, c'est un homme qui cultivait au départ, il ne sait rien, mais il a appris dans la rue, et puis il s'est cultivé, il est capable de répondre aux critiques d'art. Là, il nous dit que toutes les nanas sont pareilles, pas forcément très gentilles, donc elles sont toutes belles, toutes attirantes, il est là au milieu, il a un peu l'embarras du choix, et c'est sûr qu'avec sa renommée et son argent, je pense qu'il a un certain succès. Je ne sais pas s'il veut dire d'autre chose que ça, hein, parce que ce n'est pas toujours compréhensible. Le voilà avec quelle solution pour les hommes, les femmes étant beaucoup plus nombreuses sur Terre. Ah oui, le choix est difficile. Vous voyez, la Terre est grande, il y a beaucoup de femmes qui sont disponibles, il y en a même ici une qui soutient le monde, beaucoup de femmes disponibles, que faire? Alors, il y a son cœur qui est là, mais avec son cœur, il y a sa femme qui l'irrigue, qui l'aime, c'est sûr. Mais on dirait qu'il a un deuxième cœur avec plein de femmes dedans. Donc, le voilà en plein doute. Alors, le deuxième bureau. En Afrique, le deuxième bureau, c'est la maîtresse, en fait. Alors, vous voyez qu'il n'hésite pas à utiliser des images un peu choquantes. Le but, bien sûr, c'est là, de choquer, de se faire connaître aussi, et d'exprimer des idées. Donc, il défend l'idée. Il y a un échange de lettres, là, on ne va pas prendre le temps de les lire. On lui conseille d'avoir un deuxième bureau, et il répond ici, c'est lui, je pense, hein, que c'est en cours. Hein, je ne le lis pas ici, mais bon, c'est en cours. Il est au deuxième bureau, mais le deuxième bureau, bien sûr, c'est pas seulement un ordinateur, c'est aussi une femme qui a l'air tout à fait d'accord. Et puis là, le feu des femmes. Alors c'est cette femme-là qui parle. Alors ça vaudrait la peine que je vous lise. Enfin, en gros, elle dit que voilà, les femmes ont le feu, surtout après leur menstruation, et que c'est peut-être finalement ça qui cause des règlements climatiques, le feu des femmes. Donc il parle quand même, vous voyez, des problèmes du climat, mais il le fait d'une façon que ça fasse rire, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir une inquiétude derrière la tête. Le bien et le mal, il réfléchit sur le bien et le mal. Alors, il lit la Bible,
Ils méditent la Bible l'a pénétré, ils ne font plus qu'un. Elle est encore là, qui le sépare de la sirène. De la sirène, donc une belle femme, qui reste quand même toujours... son art a l'air de se lire rapidement. On reconnaît bien une femme, mais ce n'est pas la femme telle que la peint la peinture académique. Elle a un côté quand même un peu irréel, je trouve. Voilà, donc une belle sirène. Le thème de la sirène aurait été amené par les Portugais à la proue de leur navire. Et donc c'est la tentatrice diabolique. Je suis en train de... Oui, bon. Alors, il se permet de donner aussi quelques leçons. Et là, c'est la défense de la femme. On a une femme qui a fait une omelette, qui est là. L'homme arrive, il n'est pas affamé, il n'est pas maigrichon, il a un bon petit ventre, et il donne un coup de pied dans le brasero parce que la femme n'a pas mis, c'est ce qui est expliqué là, hein, n'a pas mis, comme il lui avait dit, 2 cuillerées de je ne sais plus quelle farine, de manioc. Elle ne l'a pas fait, alors bon, ben, il ne discute pas, il fiche tout en l'air. Et là, il aborde les problèmes de couple et le fait que les hommes ne sont pas forcément toujours assez gentils avec les femmes. C'est un prétexte, l'histoire de l'omelette. En fait, il montre que les hommes ne sont pas toujours assez respectueux des femmes et du travail des femmes. Ici, il aborde aussi les problèmes du couple. On le voit, lui, mais cette fois, il est de dos. Probablement sa femme, et ils se sont disputés. Au départ, et alors ils se sont disputés et ils portent un jugement, je crois, puisque aimez-vous les uns les autres pour que règne la paix. C'est ici exprimé, la concorde. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et le résultat de ces disputes, eh bien, c'est l'enfant qui est tiraillé. Vous voyez, il y en a un qui le tire par la jambe, qui est tiraillé parce qu'il y a une dispute. Et bien sûr, il doit y avoir une portée internationale de cette recherche de la paix qui l'exprime par l'idée du couple qui se déchire, mais bien sûr qui oppose aussi les nations. Alors, Mama Mangala en repos, c'est une divinité au Congo. Les Congolais pensent que c'est elle qui est à l'origine du peuple des Congos, du peuple congolais, si vous voulez, du peuple Congo. Cette femme a 9 seins et elle aurait mis au monde 9 enfants qui sont à l'origine des 9 clans, des 9 tribus Congo qui se sont répandus ensuite dans le Congo lui-même et même je crois au nord de l'Angola. Donc elle est révérée en tant que mère qui a donné naissance à ce peuple Congo, avec un K, vous allez voir pourquoi. Et on retrouve ici les tampons. Par contre, là, on est face à une autre divinité qui est là, une sirène qui virevolte, qui fait des merveilles. Et ici, ben, je pense que c'est une sirène masculine, c'est mon interprétation, parce qu'il n'y a pas de poitrine, il y a une chevelure tout à fait des années 70. Et il demande, ce personnage, cette sirène masculine, à cette sirène de lui apporter l'argent. Du temps des années Mobutu, il y avait une espèce de culte à cette sirène dont on pensait qu'elle pouvait apporter le pouvoir, l'argent, etc. Et bon, voilà, c'est symptomatique des années Mobutu, on est en 78. Donc, ben, c'est pour dénoncer, bien entendu, cette espèce de croyance qu'on peut s'enrichir facilement par des pratiques religieuses. Et là, quelque chose de très cru, d'assez choquant. On voit en effet une maman qui est en train de donner un lavement dans une position qu'on ne pratique pas trop, je crois, chez nous, enfin je ne sais pas, pourquoi, devant des enfants. Et ceci, c'est pour inciter les enfants, devenus grands, à révéler à leurs parents des maladies qu'ils pourraient attraper, mais ils pensent au sida, je crois, pour que les parents leur viennent en aide. Et ce qu'il veut dire, c'est, par quelque chose d'aussi un peu cru quand même, qu'il faut toujours parler à ses parents des problèmes qu'on peut avoir quand on est enfant, qu'il ne faut pas avoir de scrupules. La maman est prête à tout écouter, les parents sont prêts à tout écouter et à aider. Donc c'est le lavement. On passe à la troisième partie. Donc là, cette fois, il ne parle plus de la femme
particulièrement ou de lui, il va nous parler du Congo, de l'Afrique. Alors, voilà en plus grand. Alors, voici le Zaïre mémorial. On est sous les années Mobutu, donc le Congo s'appelle Zaïre. Et il dresse la mémoire de la roue de la vie du Zaïre en parlant des années avant 1960. C'est la période de la domination belge, donc comme je l'ai dit, dans l'heure très dure. Voilà, là, il représente cette exploitation par une fossée monumentale, mais bien sûr, il y a eu pire que ça. Après, dans les années 60-65, c'est la guerre civile, et vous voyez ce que c'est. Et dans les années 65-90, c'est la dictature Mobutu. Mobutu, il est là, avec son chapeau en léopard. Et il a pratiqué une politique qui a affamé le peuple. On voit des squelettes et il les oblige à danser, à dire qu'ils sont heureux, mais ils ne sont pas du tout heureux. Et le futur, il est là, souriant. Donc il enjoint les Congolais à n'ayons pas peur de la vérité, donc assumons notre passé, voyons le Congo-Zaïre d'hier pour mieux bâtir celui de demain. Donc on a ici deux hommes, on dirait bien que c'est un chrétien et un musulman, qui sont associés pour faire tourner la roue de l'histoire du Zaïre et arriver à cette période-là. Mais il y a quand même apparemment la mêlée déjà, les profiteurs qui eux ne construisent rien, mais qui envisagent bien sûr d'exploiter, de profiter des choses. Donc, attention, voilà, optimisme et attention. Ici, il réfléchit, vous voyez que c'est une position qu'il adopte facilement, et il nous parle du nom, du mot, et il montre une main qui écrit Congo avec un C, qui barre le K. Pour lui, Congo, ça s'écrit avec un K. C'est le nom du peuple qui est apparu au XIIIe siècle après Jésus-Christ. Et là, il nous dit que dans toutes les régions environnantes, on dit Congo avec un K. Et puis, il parle dans cette colonne-là, mais j'ai agrandi, mais je pense... Ah non, rien. Non, je ne l'ai pas fait. Là, il nous parle de tous ces peuples qui ont dû changer de nom. Alors, le fait qu'on ait changé le nom du Congo, pour lui, c'est grave, parce que c'est dénaturer son porteur, c'est lui enlever son identité. Il dit dénaturer, mais c'est son identité. Ici, il montre les ancêtres Congo qui s'éloignent, qui se tournent, qui s'éloignent parce qu'ils sont mécontents de ce qu'est devenu le Congo, qui a changé son nom. N'oublions pas qu'à cette époque-là, sous Mobutu, lui, il a dû perdre son nom chrétien, il a dû renoncer à son David et garder toute sa kyrielle de nom ou son chéri Samba. Donc, vous voyez, il est là en train de réfléchir sur le passé et sur le présent, en fait. Le peuple du Calvaire, je ne comprends pas tout, peut-être que ça pourra m'éclairer. On a ici les tampons, la sirène, c'est sûrement la divinité qu'on a vue tout à l'heure. Et on a une roue du temps, 1980, 2000, ce sont des années difficiles, apparemment. Les hommes sont maigres, ils gravissent des montagnes de travail, de souffrance, je ne sais pas. Les femmes aussi maigres transportent leurs enfants sur leur dos qui ne sont pas plus gras. Je ne sais pas qui est ce personnage, est-ce que c'est Mobutu avec des cornes, je ne sais pas. En tout cas, il a des griffes, il tient le monde entre ses mains. C'est quelqu'un de dangereux. J'ai pensé que c'était Mobutu, mais je n'ai pas de preuve, il n'a pas son petit chapeau. Puis les années 2000-2010 sont des années d'espérance, le tableau de 93, d'espérance, il y a de la lumière, on peut espérer que ce soit mieux, mais je ne sais pas qui est cet homme, si c'est le père fondateur du peuple Congo, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus. C'est un art, vous voyez, qui est figuratif, on a l'impression qu'on va tout lire tout de suite, et puis en fait, je ne sais pas si les Congolais, les habitants de Kinshasa, les Kinois, le lisent mieux que nous. L'ultimatum, on est toujours dans ce monde politique. Alors, là, on a un homme, je ne l'ai pas identifié, on dirait que c'est un blanc, qui allume le feu. Ici, un Quinois, probablement. Ils ont allumé un feu qui a l'air assez ardent. Au-dessus du feu, on a Mobutu qui est assis sur une chaise et qui se brûle les fesses, qui s'en va. Donc, il incite le peuple à se soulever, probablement. En tout cas, ce tableau a été fait d'abord, il y a son frère et lui. Ce tableau a été commencé par son frère est mort du sida, en 1997, et lui a voulu continuer ce tableau, il est là, il a voulu continuer ce tableau parce que, pour la mémoire de son frère, et parce que trouvait que ce tableau était puissant. Ici, c'est le drapeau du
Congo du temps qu'il était Zaïre, du temps de la dictature de Mobutu. Et là, on a le fleuve Congo. Vous voyez, le paysage, c'est pas très important pour lui. Il est toujours assez simple. Donc, vous voyez, encore un message. Ah oui, j'ai cherché des photos de Mobutu pour vous montrer la ressemblance. C'est vrai que c'est quand même, en dehors du petit chapeau, on reconnaît quand même Mobutu. Ici, on a cet enfant qui dérange un peu, on a l'impression qu'il est derrière une vitre, avec ses deux mains comme ça, qui nous regarde droit dans les yeux. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Et il nous dit I am for peace. Vous voyez, il parle anglais maintenant. Je suis pour la paix, c'est pour ça que j'ai des armes. C'est contradictoire. Quand on veut la paix, on n'a pas forcément d'armes. On n'a pas forcément. Alors attendez. On n'a pas forcément d'armes. On est dans un milieu fleuri, la paix, certes, mais ce gamin, c'est un gamin qui est manipulé. Vous voyez, derrière, on lui tend un pistolet. Là, et là, je ne sais comment s'appelle cette arme. Une Kalachnikov. Il y a aussi des billets. Cet enfant, il est manipulé. C'est une allusion au petit Cap Pogo, c'est-à-dire ces enfants soldats qui, après la chute de Mobutu en 1997, ont été utilisés par Kabila, le dictateur suivant, pour reconquérir le pouvoir, abattre d'abord Mobutu et installer Kabila. Donc des enfants soldats qui ont été entraînés, parce qu'ils étaient dans la misère et la pauvreté, à combattre, et qui arrivent à Kinshasa et qui vont participer à la chute de Mobutu. Et cette attitude comme ça, il a dit que c'était son petit garçon, quand il avait 1 an et demi ou 2 ans, qui était souvent comme ça. Et il lui a dit, mais pourquoi tu étais comme ça? Et le petit garçon, à 5 ou 6 ans, a été capable de lui expliquer pourquoi. Donc voilà, et c'est le visage de son petit garçon aussi. Bon, donc vous voyez là qu'il dénonce quelque chose. Mais il représente aussi la fête. Ici, on est dans un cabaret, une boîte de nuit de Kinshasa. Et vous voyez que, ma foi, on boit beaucoup même. On s'amuse, on fait aussi la cour, c'est sérieusement aux dames. Et il est là, de dos cette fois. Vous voyez, il réfléchit, il se demande ce que c'est, mais il n'est pas contre la fête du tout. Et là, il se représente un peu en moralisateur. Il nous regarde, il est jeune, c'est un tableau de 83. Il nous regarde. Et il réfléchit sur la politesse et l'impolitesse. Alors là, on a des dames qui se sont arrêtés au bord du chemin pour faire pipi, mais sans aucune pudeur. Et ce qu'il dit, c'est que, en fait, il faut être poli, il faut pas s'exposer comme ça au regard. Et les deux dames, elles disent, ah, mais c'est étonnant, chéri Samba, il est bien, il ne nous regarde pas en train de faire pipi. Donc il y a la double, il se met en valeur, quoi. Moi, je ne regarde pas les femmes qui font pipi, mais il y en a qui le font. Et puis ces femmes, quand même, elles manquent de pudeur. Mais vous voyez, il nous regarde dans les yeux, toujours comme ça, hein, il nous regarde dans les yeux, nous prend en témoin, c'est lui qui parle. Ah, quelque chose de plus grave, l'agriculteur sans cerveau. On a un agriculteur, un cultivateur de bananes, qui est assis sur sa houe, je pense que c'est une houe, et qui est lié. Il est lié, il peut plus rien faire, et il est en communication téléphonique avec, en fait c'est une multinationale, hein. Il dit, mais mon ami, il me prend toutes mes bananes. Ouais, son ami, il prend toutes les bananes, il en a mangé, il les emporte. C'est un agriculteur sans cerveau, il ne réfléchit pas. Il a signé ici une convention qui exprimait dans un langage simpliste le contraint à vendre toutes ses bananes à une multinationale, pas à son copain. Et comme il est sans cerveau, qu'il n'a pas réfléchi, il a signé, et maintenant il ne peut plus manger ses bananes ou vendre ses bananes à autre chose qu'à la multinationale avec qui il a signé un contrat. Donc là, il dénonce les multinationales et puis il dit de faire attention quand même. Là, il dénonce un autre problème de l'Afrique. On a sa famille, lui, avec sa femme et puis quelques-uns de ses enfants. On le voit ici devenu puissant, il domine le monde, il s'est fait connaître dans le monde, c'est un tableau de 1994. Et on le voit qui arrive, il a travaillé, il est un peu fatigué, dirait-on. Sa femme est là qui fait ses comptes, qui fait des soucis. Pourquoi? Mais parce qu'en Afrique, quand un homme a réussi, il doit entretenir la famille, mais c'est la famille élargie. Les cousins, les cousines, les tantes, tous les conjoints, ils sont tous là à table, ils ne travaillent pas. Lui, il a bossé, mais il est obligé d'entretenir tout ce monde. Et c'est grave à un autre niveau,
qui n'est pas que familial, parce que si il nourrit toute cette parentèle, il ne va pas pouvoir investir à un autre niveau, donc ça freine l'économie du pays. Donc il passe aussi à ce niveau-là qu'il faudrait que les gens travaillent et se prennent en main. Il le critique, la paresse de ces gens qui se font entretenir. Là, il s'adresse aux deux virus jumeaux, Ebola et puis le sida, qui, vous voyez, sont très dangereux, puisqu'ils sont symbolisés par des armes, ils tirent dans tous les sens. Et il enjoint à l'humanité de ne faire qu'un, il n'y a qu'une tête pour deux corps, pour lutter contre ces deux virus. Alors, je n'ai pas trop compris le sens de cette phrase-là. Il a l'air de dire que l'Occident s'est déjà emparé du virus sida. Peut-être que c'est au niveau pharmaceutique, en mettant au point des médicaments, je ne sais pas trop. Ce n'est pas toujours limpide. Il y a des contradictions dans ces textes. Elles sont souvent exprimées aussi dans une langue volontairement très populaire, donc avec un mélange de mots, de dialectes. Et bon, voilà, je ne comprends pas toujours. Alors, on passe à la quatrième partie, la géopolitique. La géopolitique, il dit qu'il faut réfléchir avant d'agir. On a un homme, là, qui a l'air assez embarrassé. Il ne sait pas quoi faire. Et il y a devant lui 3 chemins. Lequel faut-il prendre? Il n'a pas de visibilité. Il ne sait pas à quoi mènent ces chemins. Et pourtant, il faut choisir. Alors, il y en a 2 qui mènent ici aux femmes, c'est une revue, et à l'argent, ici. Et un 3e, apparemment, qui mène à rien. Lequel choisir? Il faut réfléchir avant d'agir. Mais on n'a pas toujours les moyens de voir ce qu'on va faire. Voilà un tableau violent, c'est le seul que j'ai vu qui soit aussi violent, qui a été peint après le 11 septembre 2001, vous vous souvenez, l'attentat des Twin Towers. Et donc on a de chaque côté de cet homme qui tire dans tous les sens des morceaux de cadavres, mais ils ne sont pas tous des cadavres, il y en a qui sont des cadavres, mais il y en a qui parlent encore. Et qu'est-ce qu'ils disent? Je ne sais pas si vous le lisez. Ils disent que... Il faut que je vous le lise, parce que là, je ne vais pas... Si je retrouve la page. En fait, ils disent que c'est parce que la diplomatie a échoué qu'ils sont là. Alors. Ils disent je ne me relis pas. La diplomatie est bafouée, les innocents meurent. Je suis ici à cause du terrorisme. C'est celui-là qui dit ça. Je suis ici à cause du terrorisme. Et celui qui est là dit moi, c'est à cause des représailles. Bon, on n'en sort pas. Et l'autre, d'autre côté, dit nous ne sommes pas des morts. Là, donc nous ne sommes pas des morts. Nous sommes l'image vivante de la diplomatie bafouée. L'avenir en jugera. Bon, voilà. Donc il accuse le manque de diplomatie. Ben, on tire dans le tas et puis après il y a des représailles et ça fait des morts. Donc c'est un tableau, grand tableau, 2 mètres sur 3,50 mètres, voilà, qui nous rappelle des choses. Le monde vomissant, là aussi il prend parti. Le monde, c'est une femme avec un gros ventre, elle porte le monde, et elle vomit, on le voit. Qu'est-ce qu'elle vomit? Des armes, mais sautier, elle vomit les États-Unis d'Amérique et leurs tanks. On est après la guerre de l'Irak, et je crois qu'en rouge, ce sont tous les États qui ont participé, plus ou moins, à l'entreprise américaine. Donc cette femme, qui est la terre-mère, vomit les armes, les armements, et aussi les interventions dans un autre pays des États-Unis et de ceux qui l'ont soutenu. Là, une lueur d'espoir, au moment de l'élection de Barack Obama, il dit que l'Amérique a aussi de très bonnes choses. L'Amérique du père d'Obama, qui était kényan, et donc il pense qu'un noir est arrivé au pouvoir et que peut-être le monde s'améliorera. On retrouve les tampons derrière. Et voilà,
sais pas si ça apporte grand-chose, mais qu'on n'arrive quand même pas à lire. La tour de Babel, c'est un tableau un peu complexe. On a les tours de Babel, donc vous vous souvenez, ce symbole à la fois de travail en collaboration des hommes pour élaborer, construire cette tour, mais en même temps la dissociation, la séparation entre les hommes, puisqu'ils se mettent à parler des langages différents. Donc on a l'Afrique aussi, et il reste encore une tour de Babel ici élevée au centre de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Que au Congo, qui est là, il y a des hommes qui ont été obligés de vivre ensemble, parce que les frontières du Congo, comme les autres frontières d'Afrique, sont des frontières artificielles, qui ont été élaborées par les colonisateurs européens sans consulter les peuples, qu'il y a des peuples séparés, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, enfin le Congo et la République démocratique du Congo sont deux États qui ont été séparés par le colonisateur et donc représentés par une femme, vous voyez, qui a été tranchée en deux et qui saigne. Et il dit, mais vous voyez qu'il y a vraiment de longs textes, qu'il y a d'autres pays qui ont été comme ça séparés en deux, comme il cite l'Allemagne, il cite la Corée, et d'autres qui ont été rassemblés, comme les deux Allemagnes par exemple, et il pense que ici il y a la morale qu'il faut abattre les tours de Babel et réunir les peuples qui veulent vivre ensemble. Ah oui, j'avais agrandi, mais je pense que ça ne porte pas grand-chose. Ici, il nous montre sur un fond de tampon, vous voyez, trois personnages, ils réutilisent le système des banderoles. Aussi, on a un noir, un africain, un européen, et puis un asiatique. Et ils parlent chacun leur langue, mais il y a une langue qui est en train de dominer le monde, c'est la langue chinoise. Donc là, il constate un fait d'une domination possible de la Chine un jour. Il faut défendre ces langues. Ici, il veut lutter contre l'insalubrité. Il se représente en train d'écrire lutte contre l'insalubrité, mais qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise des fragments, vous voyez, des pots de pommes de terre, des gousses de vanille, enfin je ne sais trop quoi, pour montrer qu'il faut recycler les choses. Des capsules de bouteilles. Il faut recycler les choses, il ne faut pas tout jeter, et il ne faut surtout pas jeter n'importe où. En Afrique, c'est souvent un problème, il n'y a pas de poubelle, de ramassage de poubelles, ne pas jeter n'importe où. Il faut faire attention à la santé. Alors là, ça, j'avoue que je n'ai pas compris du tout. On a Chéri Samba qui est sur... c'est les continents avant qu'ils se décident. Donc avant les continents, donc c'est la première terre et l'océan unique. Il est assis dessus, il réfléchit, vous voyez qu'il se représente souvent en train de réfléchir. Veuillez prendre un ballon de football, alors vous comprendrez pourquoi je suis pessimiste. C'est ce qu'on voyait là. Vous voyez, ici, là, je l'ai agrandi pour essayer de comprendre, mais je n'ai quand même pas compris. Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas si vous serez plus brillant que moi. C'est un peu contradictoire, il me semble. Enfin, moi, Oui, enfin, il peut peut-être monter l'absurdité, en particulier le centre de la Terre alors qu'elle est ronde. Ça ne veut dire rien. Bon, mais vous êtes tous collés, quoi. Et moi avec. Mais les textes sont souvent un peu comme ça. Il y a un côté naïf, il y a des contradictions, et... c'est pas moi, ça va, ouf. Alors là, c'est la joie. C'est la joie parce que pendant le premier confinement, il était à Paris et il a pu aller dans la fauteuil de Fontainebleau. Et là, tout ce verre l'a envahi. Et il s'est senti très bien. Donc, c'est une incitation, je pense, à protéger la nature aussi.
en dehors de cette joie qu'il a exprimée, profonde. Il a utilisé des paillettes aussi, je ne l'ai pas noté. Et là, on a une image qui est en contre-plongée. Hein. D'habitude, il a plutôt une structure frontale, voilà, c'est ça. Et là, il y a une contre-plongée parce qu'il veut montrer qu'il est noyé dans ce tourbillon de verre et qu'il est heureux, donc il faut protéger la nature. Alors, il réfléchit là, vous voyez encore cette position sur la traite négrière. Je ne comprends pas trop le rôle qui s'est fait. Il y a des frelons et je ne sais pas si ce n'est pas des liens, non, des têtes de mort, voilà. Il réfléchit sur la traite négrière et il se demande comment les négriers ont fait pour se justifier, pratiquer cette traite. On a ici une famille dont les membres sont liés, qui sont prêts à partir. Ils ne sont pas aussi, vous voyez, il aurait pu faire quelque chose de terrible comme image, des gens jetés au fond des cales, entassés, enfin, mourants. Mais non, on a une belle famille qui est respectable, qui est noble, qui se tient bien, et pourtant qui va être envoyé à la traite. Donc il réfléchit à ça, qui est le véritable responsable dans la traite des Noirs. Il dénonce les Africains qui, vous savez, eux-mêmes ont participé à la traite en vendant les membres des tribus voisines qui faisaient prisonniers et qui revendaient soit aux Arabes, soit aux Européens. Alors, l'histoire de l'art revue et corrigée, c'est le 5e thème. Il se permet donc de faire de la place en fait pour l'art africain. Donc ici, il se présente avec Moquet. Moquet, c'est le donc il est avec Moquet. C'est le premier qui soit venu à Kinshasa vers 1970 et c'est le fondateur, on peut dire, de la peinture que Chéri Samba va appeler populaire. Donc il lui rend grâce. Il est là, Moquet. Bon, décidément, il est là, Moquet. Et donc il lui rend grâce, mais il se met en valeur aussi, même il est un peu plus grand. Chéri Samba, né à Machin, la peinture populaire zaïroise présente des personnalités artistiques identifiables, ainsi que des maîtres d'école ou de groupes. À ce titre, on classe les artistes Chéri Samba en premier, Moquet, Bodo, Pili Pili, etc. Chéri Samba, il donne son adresse, vous voyez, il ne s'oublie pas et il se présente avec ses premiers instruments de peintre d'enseigne, son pot de peinture et puis le crayon. Bon, donc il met en avant la peinture populaire, mais il ne s'oublie pas. Et là, il se pose la question de quel avenir pour l'art. Alors, on a Chéri Samba qui est là, toujours dans cette position réflexive, entouré d'œuvres d'art africaines, des masques, mais aussi des poteries, et puis du bois. Peut-être que c'est le bois des forêts zaïroises ou congolaises qui ont été exploitées un peu trop. Et sur une table à côté, le maître du cubisme, dit-il, Picasso. On a dit qu'il était représenté en noir, Picasso. Là, je ne sais pas si c'est bronzé ou quoi. Ce que j'ai lu, c'était qu'il s'est présenté en noir. Picasso, il est en train de vouloir inventer le cubisme, et puis il copie un peu sur l'art nègre, comme on disait à l'époque. Il copie. Donc, ce que veut nous dire Chéri Samba, c'est qu'en fait, la peinture occidentale, qui se veut tellement supérieure, elle doit beaucoup aux arts africains. C'est un triptyque. Dans cette deuxième toile, on voit Picasso qui arrive avec sa toile. Ça nous rappelle bien les Demoiselles d'Avignon, là, je crois, quand il a fondé le cubisme en s'inspirant des masques ibères espagnols. Et puis Chéri Samba qui a une toile, on ne sait pas trop ce qu'il y a dessus, peut-être aussi un masque. Ils sont en train de descendre les marches qui conduisent à Pompidou, au musée Pompidou, et ils vont apporter chacun leur toile, mais en fait, il n'y a que Picasso qui sera pris. Je ne sais pas pourquoi, là il y a une grande oreille, peut-être que c'est une oreille, je crois, mais je n'ai pas trop distingué. Peut-être qu'il a une grande audience, il est connu, il est reconnu, mais pas lui, Chéri Samba. On est en 97. Et puis la troisième nous représente, on est devant Beaubourg, il y a Chéri Samba, je pense qu'il sort de Beaubourg, peinture pop de Samba, et il n'a pas été pris. Et alors il y en a un qui dit là, alors vous le lisez ou pas? Bravo l'occidental, bravo le cubisme, notre musée est tien. Voilà, ils ont gardé Picasso et ses œuvres. Et puis là, celui-là qui dit
Ma quoi? Attendez, je ne sais plus si j'ai peut-être... Voilà, c'est ça, j'ai la grande t-shirt. Ma c'est quoi ce déni d'élan, de justice? Ou quoi? Pourquoi? Ah oui, c'est de l'injustice. Ou quoi? Pourquoi l'ont-ils refusé le travail de l'Africain? Et pourtant, lui aussi a présenté le même travail. Donc, vous voyez, il y a une contestation. Il dénonce les musées européens, pas seulement français, qui sont frileux devant ces œuvres africaines, qui disent que c'est du fétichisme, c'est pas de l'art, c'est pas de la peinture. Bon, là j'ai essayé d'élargir pour que ce soit lisible, mais c'est pas très bon, on peut pas dire. Voilà. Là, par contre, il critique les copistes. À Kinshasa, dans l'art des rues, les gens représentaient un peu les mêmes choses, ils se copiaient, mais ça n'avait pas d'importance, c'était un petit commerce. Mais au niveau supérieur des artistes, Chéri Samba a parfois été copié, mais en tant qu'œuvre d'art. Donc on a ici un gars qui est sûrement très riche, parce qu'il a un gros ventre, qui est en train de copier littéralement une œuvre de Chéri Samba. Et il demande, mais qu'est-ce que je peux faire, moi voilà. Et là, c'est la promotion de la femme. Alors, c'est une femme peintre qui est en train de s'installer et elle a ouvert la porte, la fenêtre aux autres femmes. Elle veut s'assumer en tant que femme peintre. Alors, il y a des réactions un peu différentes. Là, on va commencer par là. Celui-là qui se dit, pourquoi pas. Celui-là qui a l'air peut-être un peu, voyons. Et puis celui-là, je ne sais pas sur quoi il est assis. Je me demande si ce n'est pas une femme. En tout cas, celui-là a l'air d'avoir un point de vue un peu différent. Donc je pense qu'il est en train de dire que pour les femmes, c'est bien que les femmes s'émancipent, mais ce n'est pas facile pour elles. Là, le voici encore en position réflexive. Il est entouré d'œuvres d'art. Il a visité à Zurich une collection d'un gars qui est nommé là, je crois, qui s'appelle, je ne sais plus, Corée. Et il n'était pas en train de dire qu'il faut rendre à l'Afrique ses œuvres, mais il faut leur rendre hommage, il faut les reconnaître en tant qu'œuvres d'art et non pas comme fétiche, comme objet magique de rituel. Il est, vous voyez, il nous prend en témoin comme s'il était dans une télévision et qu'il nous ferait un cours d'histoire de l'art. Et les spécialistes sont capables de reconnaître ces œuvres et de dire ce que c'est comme art, pas moi, hein. C'est du Congo en tout cas. Et là, il défend une œuvre donc du premier des peintres populaires, Moké. Et vous voyez qu'il y a ici des gens qui ressemblent beaucoup à des Européens, qui sont en train de le lier, qui veulent l'écarter, le retirer de là, pour acheter l'œuvre de Moké et puis en faire collection, les revendre, etc. Donc il défend l'œuvre de Moké et aussi de la peinture populaire de tous les profiteurs, des investisseurs, de ces gens-là. Et là, enfin, après tant d'années, en 2002, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense qu'il y a 2 pages d'un livre. On a une rupture, là, donc c'est un livre, c'est un tableau, hein, si je n'ai pas pris ça sur un... C'est un tableau qui nous représente Chéri Samba, qui est là, Moké, donc le premier peintre populaire, qui sont exposés avec qui? Avec Picasso. Là, on a une œuvre de Chéri Samba, on le reconnaît, là c'est Moké. Enfin, ils sont exposés. Alors ça, ce tableau noir, je pense que c'est avant. Avant, dans les musées, il n'y a pas d'art africain. Et puis après, c'est comme ça que je le lis. Il y a eu une exposition Picasso et ses maîtres. Hein. Oui. On l'avait vu à Madrid. Mais... Voilà. On voyait d'un côté les masques. Oui. Les masques africains étaient posés et ensuite les masques de Picasso. Oui. Il y en a eu aussi un Picasso et... Le musée Picasso aussi a fait des rapprochements avec l'art africain. Je crois qu'il va en faire un d'ailleurs bientôt aussi. Enfin, c'est comme ça que je lis ce tableau. Et là, on est avec Jean Pigozzi, vous savez, le collectionneur, l'investisseur, le financier, qui est en train de téléphoner à Chéri Samba et qui lui dit « Hé, ça y est, t'es dans le Hachette !» Il était déjà dans l'histoire de l'encyclopédie de l'art destinée pour les juniors, de 97, je crois. Et là, ça y est, en 2000, je ne sais pas quoi, il y a les dates, il apparaît dans le dictionnaire H. Alors, il est vraiment très content, il a vieilli, là, mais il est vraiment très très content. Et on reconnaît bien Pigozzi avec ses chemises à l'africaine qui le téléphone. Ah oui, alors. Oui, j'avais fait un
Ce tableau a été mis en relation avec celui-là, Monsieur Courbet, le peintre Courbet, qui rencontre son mécène avec son serviteur. Et on voit que le mécène, enfin, il a une certaine prestance, une certaine allure. Et on a mis en relation ces deux tableaux, l'investisseur, le mécène et le peintre. Là, c'est le marché de l'art. Donc, on a notre chéri Samba, je crois que c'est lui qui est là. Et on a tous les investisseurs, certains, vous voyez, qui se mirent dans leur miroir, qui sont contents d'eux-mêmes. Celui-là, là, il est en train de s'informer. C'est une série de conseils, c'est tout à fait lisible. Hein, une série de conseils sur les investissements dans le domaine artistique. Là, on a un Asiatique aussi qui est en train de s'informer. Enfin, on a des gens de toutes les couleurs. C'est le marché de l'art international. Et lui, il est dans le marché de l'art international. Ce tableau, je ne l'ai pas identifié. Je ne sais pas s'il est à lui ou quoi. Je ne sais pas. Mais là, on a quand même de bonnes compagnies. Je pense qu'on a un Picasso. Donc, il est quand même... Oui, voilà, j'avais fait un gros plan. Donc, on peut le lire, mais on ne va pas le lire. Je ne sais pas quelle heure il est. Je ne vais pas vous... Alors, Samba et Mayol, ben en fait, j'ai pris le train, mais on a un petit peu de temps. Samba et Mayol. Donc, dans le musée Mayol, il y a des salles consacrées à Mayol lui-même, ses peintures et aussi ses sculptures. Donc Samba a été mis face à trois tableaux. À trois tableaux de Mayol qui représentent des nus. Alors le nu, Samba, on l'a vu, il le représente, mais c'est plutôt comme un message. C'est pas le nu pour le nu, la beauté pour la beauté, l'art pour l'art. C'est un élément d'un message. Parce que le nu, en Afrique, dans les années 1880, ça se faisait pas. Il y a une certaine pudeur qui faisait qu'on ne représentait pas le nu comme on le fait maintenant en Europe. Ça n'a pas toujours été comme ça. Parce que nous aussi, on avait souvent des prétextes mythologiques. C'était pas le nu, mais c'était une déesse grecque. Donc on a mis une de ses œuvres en relation. Donc voici de près, c'est Dina Vierny, c'est pour ça que j'ai fait un flash sur elle, parce que la muse de Mayol, bon, très, très jolie femme, et l'œuvre de Dina Samba, alors, Chéri Samba. Chéri Samba, il arrive comme un peintre. On lui a demandé, d'après ce que j'ai lu, parce que ce n'est pas visible là, on lui a demandé de décorer cette pièce. Et puis il rentre, et qu'est-ce qu'il voit sur un lit? Une superbe femme. C'est le plus beau nu qu'il ait fait. Et là, il n'y a pas trop de prétexte particulier, et on le voit, ma foi, il a l'air un peu tenté, il a l'air un peu intéressé par cette superbe femme. Et voici encore les trois grâces de Mayol, les trois nymphes de la prairie, qui étaient là visibles. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ces expositions, en fait, cette exposition, elle est organisée par un organisme international qui s'appelle Tempora, qui organise des expositions. C'est une fonction qui organise des expositions au niveau international. Cette exposition a tourné. Et depuis quelques années, Tempora est très actif au musée Mayol et organise de grandes expositions très intéressantes qui tournent. Je vous avais présenté l'année dernière l'hyperréalisme, c'était Tempora qui avait organisé ça au musée Mayol. Et en fait, ce qui est exposé, c'est la collection de M. Pigosi. C'est Chéri Samba dans la collection Pigosi. C'est pas Chéri Samba qui appartient à X ou à Y. Donc, alors, je peux vous montrer un peu quelques images si ça marche, je ne sais pas. Bon voilà, j'ai filmé ça avec mon appareil photo, donc ça tremble un peu, c'est pour ça.
C'était pour montrer la voile, les BD qu'il dessinait, et on peut l'écouter encore un peu. Picasso dessine devant lui. Et oui, il est au plafond, il est arrivé au sommet. Dis ce qu'il peut faire. Il continue à travailler parce qu'il a encore plein de choses à dire. Comme il s'intéresse à tout ce qui arrive dans le monde entier, il y a de quoi dire. Donc, il n'est pas en panne d'inspiration. Et vous voyez, c'est à la fois un homme qui a une certaine modestie, mais en même temps, il est un peu mégalo. Mais il est un peu mégalo, mais il veut faire passer des messages aussi. Et il a une position ambiguë parce qu'il critique le marché de l'art, il critique tous les investisseurs, les internationaux, etc. Mais il en dépend. Mais il n'empêche qu'il reste ce qu'il est, il continue à dire ce qu'il veut dire. Il n'est pas dupe. Il n'est pas dupe. C'est un homme très intelligent, très habile, très adroit, et qui
qui est en relation avec Magnin et avec Pigosi, c'est sûr. La dernière image, d'ailleurs, on voit un petit peu. Voilà, c'est André Magnin. Alors, André Magnin, après avoir parcouru l'Afrique et le Madagascar pour trouver des œuvres et des artistes, et organisé la collection de Jean Pigosi, pendant 20 ans, il a créé et il a dirigé la collection de Jean Pigosi. Après, il a quitté ça, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'était suffisant. Il a fondé sa propre galerie. Il a une galerie à Paris. Et là, il est dans la réserve de sa galerie. Sa galerie organise de belles expositions. Mais il a plein de Chéri Samba, il a plein d'artistes africains. Il a acheté aussi pour lui. Là, on voyait, on a... Donc, voilà, c'est une position ambiguë. Il est bien obligé de passer par le marché de l'art, mais en même temps, il se défend comme le planteur de bananes. Il essaie d'exister par lui-même. Voilà.